Bonjour et bienvenue. Bonjour. Amine Diouri, Merci, directeur des études à Inforisque, c'est ça? Et directeur de la communication. Oui, Directeur parce qu'en fait, vous avez été, ça a changé, l'intitulé, la fonction a changé. Bah, écoutez, ça permet aussi, en termes de communication, de simplifier l'intitulé, directeur de la communication. Bon, Amine Diouri a été promu, voilà, c'est dit. Voilà, Voilà, c'est dit publiquement sur les antennes de Matin TV. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation, une invitation au débat aujourd'hui qui va porter sur l'actualité économique, Amine Diouri, essentiellement concentrée sur les projections éco qui ont été délivrées et rendues publiques hier par la Banque centrale à Rabat, et ensuite une espèce de coup de scanner sur les propositions des partis politiques, Istiklal, dans le désordre, le PPS et l'USFP, pour sortir un petit peu de cette impasse économique dans laquelle nous sommes. Amine Diouri, sur ce rapport du Conseil monétaire de la Banque centrale, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement? Alors, un taux de croissance attendu cette année pour l'année prochaine relativement stable, autour de 3%, un taux d'inflation relativement bas, même s'il aura tendance à augmenter un petit peu, on parle de 2,4%. Très honnêtement, ce n'est pas non plus quelque chose de dramatique. Je veux dire, pour un pays en développement, même pour un pays développé, 2% d'inflation, c'est très faible finalement. Le fait qu'il augmente, c'est aussi normal parce qu'on est aussi fortement importateur de produits pétroliers notamment, et on sait que le cours du pétrole augmente. Justement, cette hausse de l'inflation qui a été rendue publique hier, autour de 2,4, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est la conséquence directe un peu de la facture pétrolière, du baril de Brent, du pétrole, de tous les produits pétroliers? Oui, bien sûr. Il y a deux types. L'inflation peut être générée de deux façons. Soit il est importé, comme c'est le cas du pétrole, et c'est lié à l'évolution des cours internationaux de la matière première, soit il est généré en interne par le jeu de l'offre et de la demande. On l'a vu pendant le Ramadan, par exemple, où il y a eu une forte augmentation, comme chaque année, de la consommation. Les prix ont suivi, et évidemment, ça a un impact direct sur les prix. Donc ça veut dire, parce que hausse de l'inflation, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire perte de pouvoir d'achat, hausse des prix, dédié à la consommation ou pas? Parce que... Pas nécessairement. Pour qu'il y ait baisse du pouvoir d'achat, il faut deux choses. Il faut d'un côté que l'inflation soit, enfin que la hausse des prix soit importante, et que de l'autre côté les salaires stagnent et soient moins importants que l'inflation. Aujourd'hui, effectivement, il faudrait mesurer, et ça n'a pas été encore mesuré, l'impact de la hausse ou la baisse des salaires, et la comparer ensuite à l'inflation. Et c'est là qu'on pourra réellement dire s'il y a hausse ou baisse du pouvoir d'achat. Mais on sait très bien, on peut imaginer assez facilement, je pense, Amine Diouri, que les salaires n'ont pas augmenté au même rythme que l'inflation. Effectivement, on est d'accord. Si on regarde au niveau micro, effectivement, quand on regarde par exemple la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires, on voit que le pourcentage stagne depuis quelques années. Donc effectivement, pour moi, il n'y a pas de hausse importante, ou en tout cas une très légère stagnation des salaires, de la masse salariale globale. Et de l'autre côté, on a effectivement une augmentation, alors théorique, parce qu'il faut savoir que l'inflation qui est publiée, c'est une inflation qui est mesurée à partir d'un panier. Et ce panier n'est pas nécessairement représentatif de ce que consomment les Marocains. Mais ça veut dire que globalement, de toute façon, on peut dire que sur le panier qui est effectivement de calcul, si je puis dire, de l'inflation par le HCP, d'ailleurs, le Haut Commissariat au Plan, essentiellement, il est en hausse, niveau en hausse. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est une bonne nouvelle pour les caisses de l'État? Parce que... Alors, voilà. Hausse des prix, ça veut dire hausse des prix, hausse de la consommation et hausse des recettes fiscales aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet mécanique aussi dans ce sens? Non, il y a quand même une question d'élasticité. C'est-à-dire qu'une hausse des prix peut, à un moment donné, faire stagner la consommation. Donc après, les revenus de l'État, la TVA, etc., peuvent diminuer. Donc il y a quand même une élasticité qui est très forte, sauf pour des produits de première nécessité dont on ne peut pas se passer. Je veux dire, l'essence, par exemple, même malgré l'augmentation qu'on a constatée des prix, aujourd'hui, on est obligé de rouler en voiture, donc on est obligé de consommer. Mais pour certaines autres matières, certains autres produits, il y a forcément un paramétrage qui est fait pour le consommateur qui peut décider de substituer ce produit par un autre. Donc évidemment, ça peut avoir un impact sur la consommation, ça peut avoir un impact négatif sur la rentrée d'argent de l'État. Donc c'est pas forcément positif, ça va pas forcément garantir une hausse des recettes fiscales pour l'État. Pas nécessairement, non. Parce que des fois, dans certains pays, dans certaines économies, c'est ce qui se passe de manière mécanique. Non, pas nécessairement, parce que je vais vous dire une chose. La hausse des prix, ça veut dire que le prix de la matière première augmente. Cette matière première rentre dans la composition d'un produit qui est commercialisé par une entreprise. Si le prix de vente n'est pas répercuté à la hausse, ça veut dire que la marge de l'entreprise diminue. Ça veut dire que les recettes fiscales vont aussi diminuer,
puisque le bénéfice avant impôt sera moins important que prévu. Donc en fait, ça peut avoir un effet négatif sur toute la ligne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, vous pensez que ça va être le cas chez nous ou pas? Alors, avec ces taux officiels, honnêtement, non, ça n'aura pas d'impact majeur. Très honnêtement, 2,4%, c'est pas non plus, c'est pas quelque chose qui peut déréglementer notre économie. D'accord, donc pas de risque, non. Ni en matière de pouvoir d'achat. Alors ça, c'est une autre question, parce que je parlais bien tout à l'heure de taux d'inflation réel et de taux d'inflation qui est aujourd'hui perçu par les Marocains. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Quand on regarde, il y a eu des études qui ont été faites aussi par le HCP sur des produits de première nécessité que consomment tous les jours les Marocains. On a vu, par exemple, que sur le prix des fèves ou des genre de la lentille, je me souviens, oui, il y a quelques mois. Oui, exactement, plus 50% sur quelques années. Ça, évidemment, je ne pense pas que la lentille rentre dans le panier moyen du HCP. Donc il y a le perçu d'un côté, il y a le réel de l'autre. Et effectivement, cette baisse du pouvoir d'achat, elle, aujourd'hui, elle est perçue par le Marocain comme telle, indépendamment de ce que peut annoncer le HCP sur le taux officiel. Je me souviens d'ailleurs, je crois que c'est l'Alliance des économistes israéliens, sur lesquels d'ailleurs on reviendra ultérieurement, qui a fait une étude en disant, voilà, il y a eu une érosion du pouvoir d'achat sur les 5-6 dernières années d'à peu près 15%. Très difficile à faire parce qu'il faut avoir les chiffres sur la hausse ou la baisse des salaires déjà, la comparer au taux d'inflation, même réel. Et là, effectivement, on est capable de dire il y a eu une baisse du pouvoir d'achat ou une hausse. Mais sans ça, c'est très difficile à calculer. Juste pour finir sur l'inflation, Hamid Diouri, répercussion, impact direct sur les taux d'intérêt? Sur l'emprunteur, nous, pays, quand on emprunte des sous, et voilà. Exactement. Alors, parce que là, il y a une espèce de lien. Bien sûr, le lien, il est très fort. Le lien est très fort entre inflation et taux d'intérêt. C'est pour ça que le taux d'intérêt aujourd'hui stagne, n'a pas changé, pour une raison très simple, c'est que voilà, l'inflation n'est pas suffisamment forte. Généralement, le taux d'intérêt s'ajuste à la baisse ou à la hausse quand l'inflation devient très forte. L'inflation signifie qu'il y a peut-être une consommation justement qui devient très forte et donc le but des taux d'intérêt, c'est de freiner cette consommation. Donc on augmente à ce moment-là les taux d'intérêt, ça freine la consommation, ça freine donc un peu le taux d'inflation. Donc là, dans ce schéma précis, il y a quoi? Nous, on risque d'avoir dans le schéma actuel, des renchérissements ou pas des taux d'intérêt? Non, pas dans le schéma actuel. L'argent ne va pas coûter plus cher? Non, il n'y a pas de raison. Les taux d'intérêt, quand on va emprunter sur les marchés financiers, l'État, c'est-à-dire nous tous, ça ne va pas coûter plus cher? Là, on n'a pas touché, la Banque centrale n'a pas touché à ces taux d'intérêt, donc ça ne coûtera pas plus cher. Donc on va être sur du zéro. Oui. Rien ne va se passer. C'est le même taux qu'aujourd'hui. C'est le même taux qui est pratiqué sur le marché aujourd'hui. Et le fait que la Banque centrale maintienne depuis plusieurs mois d'ailleurs ce taux d'intérêt à 2,25%. Oui. Comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a des économistes qui s'expriment en disant voilà, on ne comprend pas la politique monétaire aussi de la Banque centrale. On a un ralentissement des crédits, des encours, on a un ralentissement de l'investissement, et pour autant, il ne touche pas le taux directeur. Oui, effectivement, c'est le rôle de la Banque centrale, justement, a pour but peut avoir un impact très positif en matière de relance de l'économie. C'est-à-dire que si demain on veut plus de consommation, relancer l'économie par la consommation, on baisse les taux d'intérêt. On baisse les taux d'intérêt, donc l'emprunt est beaucoup moins cher, donc ça favorise la consommation par l'emprunt, et donc forcément ça doit avoir un effet bénéfique sur la croissance. Maintenant, il faut se rappeler d'une chose, c'est que le pays est fortement importateur des produits qu'il consomme. Vous baissez les taux d'intérêt, ça augmente la consommation, mais derrière, comme on importe ces produits, forcément, on va creuser la balance commerciale. Donc finalement, l'impact sera minime. Donc il faut aussi avoir cette idée. Donc du coup, le 2,25, c'est un statu quo aussi, parce que c'est très compliqué. Si on touche d'un côté, il y a un effet domino en fait qui est... Exactement, bien sûr, l'économie c'est ça, c'est des effets dominos. Vous touchez à la consommation, vous touchez à la balance commerciale, vous touchez à un certain nombre. Et après, évidemment, on peut toucher aussi au taux de change, par exemple, aussi si les choses se dégradent. Est-ce que le courage politique, parce que je rappelle que la Banque centrale est garante de deux choses essentielles, la politique monétaire et la politique inflationniste, c'est les deux indicateurs clés de veille de la Banque centrale, c'est que tant qu'on restera à 2,25, c'est pas par ce biais-là qu'on arrivera à relancer notre économie. Et que la priorité n'est pas là. En tout cas, c'est préserver notre économie en maintenant ce taux directeur à 2,25. Alors, je répondrai de manière indirecte à votre question. Le rôle d'une banque centrale, c'est soit avoir un taux d'inflation qui soit tout à fait acceptable pour le pays, c'est le cas, 2,4%, c'est très faible. Et à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'ajuster à la hausse ou à la baisse les taux d'intérêt. C'est le rôle qu'aujourd'hui s'est attribué la Banque centrale.
Il y a un autre rôle que j'ai évoqué qui est une relance par une baisse des taux d'intérêt. Elle considère que ce n'est pas aujourd'hui nécessaire de le faire. Aujourd'hui, elle est tout à fait dans son rôle. Malgré le fait qu'il y a une baisse de l'investissement, malgré le fait qu'il y a une baisse aussi de la consommation, entre guillemets, distribution de crédit. Alors, oui, non, c'est une très bonne question. Mais maintenant, la baisse ou la très faible hausse des financements accordés, justement, que ce soit en matière de crédit de trésorerie ou crédit d'investissement, n'est pas nécessairement liée au taux d'intérêt. C'est aussi parce que les banques ont un certain nombre de contraintes, ont un certain nombre d'exigences par rapport aux demandeurs qui font que aujourd'hui les entreprises qui demandent un emprunt ont beaucoup de difficultés. Par exemple, à obtenir des crédits, c'est-à-dire là, essentiellement l'entreprise et également le particulier ou que l'entreprise? Surtout l'entreprise. Je parle surtout de l'entreprise. Ouais. Je parle au nom de l'entreprise. Et évidemment, on a vu par exemple ces dernières années une baisse des crédits de trésorerie accordés aux entreprises et une quasi-stagnation des crédits à l'investissement pour les sociétés privées. Pour les sociétés privées, pardon. Donc, évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi au niveau des crédits de trésorerie, il y a eu, à côté de cette baisse des crédits de trésorerie, il y a eu aussi la question des délais de paiement. À un moment donné... On va revenir d'ailleurs. Ben oui, parce que c'est central. Les délais de paiement ont augmenté, les problèmes de trésorerie des entreprises se sont accentués, et donc les entreprises sont allées voir leurs banquiers, leur dit s'il vous plaît, financez ce besoin de trésorerie supplémentaire. Elles ont financé jusqu'à un moment où elles ont dit stop, c'est pas possible. On ne va pas continuer de financer à l'infini cette augmentation des délais de paiement. C'est l'argument officiel des banquiers par rapport à cette baisse du crédit de trésorerie. De l'autre côté, le crédit à l'investissement, effectivement, ça n'augmente pas, ça stagne, parce que aussi les contraintes qui sont exigées par rapport aux entreprises sont fortes. Vous allez demander un crédit d'investissement, on vous demande soit une caution personnelle, une hypothèque, un nantissement. Évidemment, quand vous n'avez pas tout ça, vous faites comment ? Et la cherté de l'argent, du dirham, en l'occurrence, parce que le taux directeur, donc 2,25, ça veut dire que la Banque centrale prête aux banques commerciales, entre guillemets, à 2,25 pour schématiser, sans simplifier. Et ensuite, les taux qui sont appliqués au... Derrière, il y a une marge, évidemment. On passe de 2,25, ça peut aller jusqu'à combien? On est sur du 4, du 5, du 6? Oui, aujourd'hui, quand on parle de crédit de trésorerie, on va parler de 8%. Le crédit investissement va être autour de 5-6%. Est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est aussi une véritable contrainte? Ça reste... L'argent qui coûte cher, l'argent prêté... C'est vrai, ça a un impact, bien évidemment. Mais il faut déjà passer cette barrière. Il faut déjà qu'on vous accorde ce crédit. C'est ça la vraie difficulté aujourd'hui. Quel que soit le prix, en fait. Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'entreprise, quel que soit le prix à payer de l'argent emprunté, c'est d'abord une question d'accession. C'est l'accessibilité déjà. Mais bien sûr, c'est une question d'accession au crédit à l'investissement. C'est ça qui pose aujourd'hui problème. Et c'est la question de l'accessibilité des garanties qui sont demandées par les banques. C'est ça aussi aujourd'hui le vrai problème quand on interroge là-dessus. Et pour juste finir là-dessus, je vois la politique monétaire de la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est taux directeur zéro. Et ça, c'est depuis plusieurs mois, justement, pour relancer un petit peu l'économie, après le rachat de dettes qu'ils ont pu faire. Mais bien sûr. À droite à gauche. Voilà. Est-ce que là, c'est aussi une orientation intéressante qu'on devrait aussi avoir dans notre panorama et peut-être une option? C'est une bonne comparaison et je tiens quand même à rappeler que pendant très très longtemps, le rôle principal premier de la Banque centrale, c'était de veiller aux maîtrises de l'inflation. C'était uniquement ça. C'est à partir du moment où on a vu qu'au niveau de l'Union européenne, les taux de croissance étaient flat, qu'il n'y avait quasiment rien, qu'effectivement on a décidé de baisser fortement les taux directeurs justement pour pousser davantage la consommation et essayer d'avoir une croissance plus élevée. Aujourd'hui, c'est vrai... Ça a fonctionné. Au niveau pour tous les pays, en tout cas, de l'Union, mais globalement, ça a bien fonctionné. Si je prends l'exemple de la France, par exemple, aujourd'hui, vous achetez une maison pour quasiment rien. Le taux d'intérêt, il est à 1%, 2%, c'est-à-dire rien du tout. Je rappelle qu'au Maroc, vous achetez une maison, vous empruntez à 5%. Mais n'empêche que le taux de croissance de la France est resté bloqué pendant de nombreuses années entre 0,5 et 1,5, 2% l'année dernière. Donc ça n'a pas eu un réel effet booster, au contraire. Donc justement, on va aller après la politique monétaire, sur cette notion de la flexibilité du dirham qui a été introduite et mise dans les tuyaux il y a quelques mois. Ablaty Jouari s'est exprimé là-dessus en disant hier soir, écoutez, tout se passe comme prévu. Donc rien à signaler. Voilà, tout est dit, rien à signaler, il n'y a pas de raison particulière. C'est normal qu'après la mise en route de la fluctuation du dirham, une demande de 2,5, 5, enfin 5, 2,5 et 2,5, ça fait 5, il n'y a pas d'érosion du dirham, il n'y a pas de perte de valeur de la monnaie, il y a... Non, aujourd'hui les indicateurs économiques sont bons.
Globalement, si on n'est pas trop tatillon sur certains indicateurs, notamment le taux de croissance, on n'a pas de raison particulière d'élargir cette bande de fluctuation. Non, pour moi, tout est dans les normes aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Donc je crois savoir que bande de fluctuation à partir de 2019 élargie. Oui. Second élargissement, c'est... Bon, après, à voir... Reporté apparemment, parce que je crois qu'il y avait une note, peut-être que c'était prévu pour le deuxième semestre 2018. Enfin, moi, a priori, il y aurait eu un report, je ne sais pas. Oui, alors là-dessus, j'ai pas plus de nouvelles sur le timing de l'élargissement de cette bande de fluctuation. Ce que je sais aujourd'hui et dont je suis certain, c'est qu'on n'a pas besoin de l'utiliser. D'accord. Et que le dirham, il n'y a pas eu de réelle fluctuation du dirham sur le... Pas vraiment, non. Par rapport à l'euro et au dollar. Non, il n'y a pas de gros changements aujourd'hui. Quand vous voyagez, vous constatez qu'effectivement, les taux de conversion sont restés quasiment identiques à ce qu'ils étaient. Voilà, aujourd'hui, les choses. Donc du coup, le spectre en fait, de tout ce qu'il y avait, vous rappelez comme moi, en fait, dès que ça avait été annoncé, il y avait eu d'ailleurs plusieurs reports et des problématiques de communication. D'ailleurs, on dit, le dirham va s'écrouler, on se rend compte qu'au bout de plusieurs mois, mais sur 6 mois, 7 mois, il n'y a pas eu... effectivement, je me rappelle très bien de cette époque. Alors, limite l'hystérie d'ailleurs à une époque. Oui, non, mais il y avait deux problèmes à ce niveau-là. Déjà, on comparait le Maroc avec le cas de l'Égypte, qui était dans une situation économique beaucoup plus critique. Effectivement, ils étaient obligés de dévaluer pour rester compétitifs sur leurs marchés internationaux. On n'était pas du tout dans le même cas. Et puis de l'autre côté, il y avait eu, dès l'annonce de cet élargissement des bandes de fluctuation, une question de spéculation sur les marchés des changes, etc. On a parlé des banques à un moment donné. Il a fallu mettre au clair toute cette situation avant de lancer réellement ce projet. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas dans ce cas d'hystérie qu'on avait annoncé à l'époque, parce que la situation du Maroc n'était pas celle de l'Égypte, et parce que les cas de spéculation se sont aujourd'hui beaucoup plus sont apaisés. Sont apaisés, mais juste parce que toujours dans le même registre, Petit Jouali a fait une déclaration, moi, qui m'a interpellé, sur laquelle je voulais aussi vous interpeller à Amine Diouri, en disant que le dirham risque, il n'y a pas de faux risque en fait de perte de valeur du dirham là, mais après, par contre, sur le moyen terme ou le long terme, on ne sait pas. Il n'y a pas, voilà, il y a une espèce de, pas dire qu'il y a les ondes d'ombre, mais bon, voilà. Est-ce que, quoi qu'il en soit, il y a toujours ce risque, même si c'est conditionné par la santé de notre économie, notre capacité à produire beaucoup plus de richesses et à produire tout court, mais est-ce que de toute façon, le risque de perte de valeur est toujours là? Bien évidemment, c'est le principe même d'une économie. On peut toujours prédire un taux de croissance à 6 mois, 1 an, mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans quelques années. Même l'année prochaine, il peut se passer énormément de choses qui peuvent tout chambouler. Ne serait-ce que par exemple un conflit international qui va engendrer par exemple une hausse très massive des taux du prix de l'essence et du taux du pétrole. Voilà, ça peut déstabiliser complètement une économie parce que voilà, nos importations vont coûter beaucoup plus cher, la balance commerciale va se creuser, nos transactions courantes vont se creuser également. Donc tout ça peut avoir un impact, bien évidemment. Mais dans l'immédiat, on n'est pas dans une période géopolitique où on prévoit un chamboulement important. Donc, le gouverneur de la Banque centrale a raison d'être prudent. On ne sait jamais ce que l'avenir peut devenir, mais aujourd'hui, il n'y a pas de signe annonciateur. Et sur la balance des paiements, risque de tension ou pas? Vu que tous les indicateurs sont au vert, entre guillemets, pas de raison non plus d'avoir de crainte à ce niveau-là. Donc, on va stagner sur ces 5 mois et 25 jours de réserve de change. Aujourd'hui, c'est suffisant. De 250 milliards de dirhams. Exactement, aujourd'hui, c'est suffisant. Il n'y a pas de raison de... Pas d'inquiétude à avoir? Dans l'immédiat, non. Non, compte tenu du contexte, du contexte international, du contexte local, à ce niveau-là, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais on reste, quoi qu'il en soit, sur une stagnation. On n'est pas sur une progression. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison d'élargir les bandes de fluctuation. Il n'y a pas de raison de mettre davantage d'argent de côté, non. D'acheter de la devise, d'emprunter sur les marchés internationaux, ce qui n'est pas exclu par Petit Jouali. Il l'a fait sous-entendre hier. Donc on pourrait revenir aussi sur les marchés internationaux. Alors après, des emprunts, voilà. Ouais, après, effectivement, tout dépend de ce qui va se passer. Si jamais il y a un dérèglement, oui, c'est possible. Mais voilà, prévoir, ça ne veut pas dire qu'on va le faire nécessairement. Ce qu'il prévoit de toute façon, c'est un accroissement du déficit et des comptes publics. Donc, il connaît certainement ces chiffres mieux que moi, enfin en tout cas ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que il a raison d'être prudent sur ces aspects. Avec 3 points de croissance, on va finir nécessairement l'année avec un déficit autour de 40 ou 50 milliards de dirhams. Oui, il faut les financer, bien évidemment. C'est normal. Comme vous disiez que les banquiers ne prêtent pas facilement ou ils prêtent cher. Donc oui, ça c'est vrai au niveau local, mais sur les marchés internationaux, effectivement, c'est quand même plus facile. Le Maroc aujourd'hui peut emprunter, je pense, très facilement sur les marchés internationaux. On emprunte à combien d'ailleurs? 4, 4,5
Là-dessus, je ne pourrais pas répondre de manière précise. En tout cas, on paye beaucoup plus cher que l'argent emprunté que les Européens, que les économies européennes. C'est normal. Après, tout est une question de rating. Aujourd'hui, les pays européens, la France notamment, et les autres pays européens ont un rating beaucoup plus élevé que le Maroc. Mais par rapport aux pays de la région, le rating du Maroc est très élevé. Je veux dire, je prends l'exemple de Fitch. Le Maroc a le meilleur rating du Maghreb et de quasiment toute l'Afrique. BB plus. Exactement, exactement. Donc voilà. Et sur la dette publique, pour en finir là-dessus. Oui. Dette publique, on est autour de 80-81%. Abdelafti Jouali prévoit une dette publique à hauteur de 82% du PIB. Oui. Ça fait beaucoup, non? Effectivement, Est-ce qu'il peut y avoir relance économique tant qu'on n'arrive pas à réduire cet endettement de la dette publique souveraine, parce que 80%, c'est quoi? C'est 855 milliards de dirhams. C'est une vraie question. Et là, on a l'impression aussi que ça végète, on stagne. La France a essayé la même chose, alors qu'elle a un taux un déficit qui est beaucoup plus... 97% exactement. du PIB, ouais. Et elle a quand même essayé de relancer via différents plans de relance, plus 50 milliards par exemple qui ont été investis dans l'économie, ça n'a pas porté ses fruits. On a vu que ça n'a fait que creuser le déficit de l'économie française. Donc aujourd'hui, oui, 82% pour le déficit public marocain, c'est élevé, certes. Demain, si on envisage de relancer l'économie par un emprunt, moi, à mon avis, ce n'est pas nécessairement une bonne idée, pour les raisons que j'ai évoquées. Ce qu'on a fait d'ailleurs ces dernières années. Oui, voilà. On avait évoqué cette question la stratégie, ensemble. Ouais. Et je ne pense pas que ce soit nécessairement une bonne idée de faire une relance massive de notre économie par le biais de l'emprunt, en tout cas. Mais à 82% d'endettement, dette publique, compliqué de relancer l'économie? Compliqué? Non, je ne pense pas, dans le sens où on n'a pas besoin d'investir, d'injecter massivement de l'argent dans, par exemple, nos infrastructures. On l'a déjà fait, je veux dire, on a déjà quasiment fini de construire les autoroutes, les ports, etc., le TGV qui va bientôt être en fonctionnement. Le gros de nos investissements infrastructures a été fait aujourd'hui. C'est ce qui pèse. Est-ce que c'est ça qui pèse aussi sur... C'était très bien parce qu'il faut financer les infrastructures. Bien sûr, il faut doter le pays d'infrastructures. Il le faut, mais à un moment donné, c'est ce qui pèse aussi sur la dette publique. Donc, bien sûr. Avec un effet direct. Bien sûr, c'est un effet direct, évidemment. Il faut financer tous ces travaux. Pour désendetter, on fait quoi si on arrive à financer aussi, à financer ces infrastructures par elles-mêmes? Déjà, ces infrastructures, elles vont se terminer bientôt. Je veux dire, le TGV, c'est une question de mois bientôt. Ouais. Les infrastructures sont construites. Idem pour tous les ports qui sont actuellement en construction, les zones franches, etc. Maintenant, une fois que c'est fait, est-ce qu'il faut injecter davantage d'argent pour faire quoi? Retour sur investissement. Oui, déjà, il faut attendre le retour sur investissement. On sait qu'on est sur des cycles longs aussi, en termes de retour sur investissement sur les infrastructures. Ça dépend, effectivement, ça peut être long, mais après, si on veut investir, dans quoi? Est-ce que ça doit être dans l'innovation? Est-ce que ça doit être dans la recherche et développement? Si c'est ça, effectivement, on est sur un temps long, mais au moins, on se met sur un chemin de croissance qui peut être périn à long terme. Et là, vu l'impasse économique aussi, la situation en tout cas économique extrêmement difficile, avec tous ces indicateurs qu'on a mis sur la table et que vous avez décryptés, Amine Diouri, la relance, c'est pour quand, pour vous? Quand est-ce qu'on va retrouver un peu de la lumière? La lumière, honnêtement... À la lumière de ces indicateurs, sans vouloir... Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Je vais répondre un peu à côté, mais je veux dire une chose qui, pour moi, est essentielle. Aujourd'hui, on est un pays en développement. Il nous faut 5-6% de croissance pour créer réellement des emplois. On sait qu'on crée très peu d'emplois. 86 000 par an, c'est très faible selon le HCP. Il faudrait qu'on soit à 5%. Maintenant, la question, c'est comment on fait. Effectivement, on ne peut pas éternellement injecter de l'argent dans l'économie pour des travaux d'infrastructure. Il faut penser autrement. Est-ce qu'il faut penser entreprise? Je pense qu'effectivement, il y a un focus particulier à faire sur les entreprises marocaines qui aujourd'hui ont un gros problème de croissance. Quand une entreprise naît, elle a beaucoup de mal à se développer, elle a beaucoup de mal à créer de l'emploi, elle a beaucoup de mal à survivre pour diverses raisons qu'on évoquera par la suite. Et à mon avis, c'est sur ce focus-là qu'il faut aller aujourd'hui. Avant de basculer sur les propositions des différents partis politiques, pour justement sortir de cette impasse économique, Abdelafti Jouali s'est exprimé aussi sur la campagne de boycott. Ouais. Et son impact sur à la fois micro et à la fois macro. Côté macro, il dit pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'éléments, on n'a pas d'informations particulières, donc on ne peut pas mesurer l'impact. Par contre, sur le côté micro, il dit qu'effectivement, l'impact est réel et qu'il y a des entreprises qui sont fortement touchées. Oui, bien sûr. Écoutez, il suffit de regarder les derniers chiffres. C'est la première fois que le Walid, le directeur général de Banque Le Maghreb, s'exprime là-dessus, sur le boycott.
Oui, et puis il ne fait que constater, je veux dire, par exemple, pour le cas de Centrale Danone, il suffit de regarder le profit warning, les résultats annoncés, une baisse de 20% du chiffre d'affaires, un résultat net négatif sur le premier semestre, on voit tout de suite l'impact. La baisse la part de Centrale Danone sur le marché des produits laitiers a fortement baissé. L'impact, il est réel en termes de suppression d'emplois, en termes de contrats avec les producteurs agricoles. Oui, tout ça a eu un impact, bien évidemment. Ça veut dire, mais en tout cas, ça produit autant et ça consomme autant. Donc du coup, est-ce qu'il y a un réel... Voilà, ce qu'a perdu cette entreprise-là, c'est une autre entreprise qui l'a récupéré. Donc on produit autant de lait, on collecte autant de lait, on produit autant de lait, on consomme autant de lait. Écoutez, je vais vous dire une chose. Les emplois supprimés, par exemple, les 800 emplois supprimés, je ne suis pas sûr qu'ils sont repartis dans une autre entreprise. Donc ça, déjà, c'est un impact réel, direct. Les agriculteurs, aujourd'hui, on sait que la rupture de contrat qu'il y a eu avec les différents agriculteurs, on sait qu'ils n'ont pas été compensés par... Enfin, il n'y a pas eu de vente auprès d'autres centrales de lait. Donc voilà, il y a quand même un impact qui est direct sur notre économie, sur notre agriculture, sur des emplois qui sont supprimés. Et là, je ne parle que d'une entreprise. Il faut voir aussi les autres entreprises qui sont visées par le boycott. On quitte le Banque Lamarlip, son rapport. Le deuxième, c'était le rapport du deuxième conseil monétaire de la Banque centrale pour parler des formations politiques. Oui. Parce qu'on a fait des débats, vous êtes venu d'ailleurs plusieurs fois à Miduri, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est gentil. Pour décrypter un petit peu toute l'actualité économique. Les partis politiques, certains en tout cas partis politiques, sont sortis du guet. Le premier à dégainer, ça a été l'Istiqlal, rappelez-vous, il y a une dizaine de jours, sur sa proposition de loi de finances rectificative. Ensuite, là, plus récemment, sur les délais de paiement, l'Alliance, en tout cas les économistes israéliens, demandent aussi au gouvernement d'appliquer cette fameuse loi. 49,05, je crois, non, c'est ça? Exactement. Voilà. 49,15, pardon. 49,15, pardon. Donc, vous en pensez quoi, vous? Écoutez, c'est quelque chose... Déjà que les partis politiques prennent part à ce débat et font des propositions, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà. Effectivement, je me sens un peu moins seul. C'est vrai? Ah oui, beaucoup moins. Parce que c'est... Alors, j'ai lu le communiqué de l'Alliance des économistes israéliens et j'avoue que ils ont repris à la fois mes chiffres, et aussi mon argumentaire. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a beaucoup de défaillances au Maroc, c'est qu'il y a une question derrière, c'est une problématique. Et la problématique principale, c'est celle des délais de paiement. Et ça, c'est effectivement quelque chose que je défends depuis des années. Au début, je me sentais un peu seul parce que parler de défaillance, c'est quand même pas un sujet facile, surtout au Maroc, parce qu'on peut vous accuser très rapidement d'être anti-patriote, c'est-à-dire de donner une mauvaise image, mais l'idée, elle est là. On a de plus en plus de défaillances. Il y a une question qui se pose derrière. On est sur un train de 8500, c'est ça? Oui, aujourd'hui, l'entreprise. On était à 8000 l'année dernière. Ouais. La question qui se posait, c'est pourquoi? Et la question, c'était, on voit qu'il y a un problème de délai de paiement, on voit qu'il y a une loi qui a été faite en 2011 qui n'a absolument rien donné. Ça n'a pas apparemment intrigué ou impliqué beaucoup de monde à cette époque. Aujourd'hui, on a refait une nouvelle loi qui malheureusement vide de sens parce il manque un point essentiel qui est aujourd'hui le taux de pénalité. C'est-à-dire que si vous faites une loi et qu'il n'y a pas de sanctions derrière, ça ne sert strictement à rien. Mais les Israéliens appellent justement à ce qu'il y ait des sanctions qui soient prises si les délais de paiement ne sont pas respectés par eux. Effectivement, c'est une bonne chose. Voilà. C'est une très bonne chose que des partis politiques... C'est possible ça? Bien évidemment. Bien évidemment, il faut déjà... La conjoncture économique dans laquelle on est, les entreprises qui sont en difficulté, qui sont menacées en permanence quotidiennement par la trésorerie... de leur dire, écoutez, si en plus vous n'honorez pas les délais de paiement, on va vous sanctionner encore plus. Est-ce que ce n'est pas une double sanction pour l'entreprise? Écoutez, la sanction, c'est quand même... La pire des sanctions, c'est de laisser traîner une créance impayée. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un point strictement majeur. Pourquoi la première loi n'a pas marché? Parce qu'il y avait un problème d'application, parce qu'il n'y avait pas de sanction réellement. Aujourd'hui, si on veut reproduire le même schéma, c'est-à-dire déjà il y a un problème de pénalité, de paiement qui n'est toujours pas fixé, mais pire que ça, si on fixe une pénalité mais que derrière personne n'est là pour contrôler que les délais de paiement sont effectivement bien appliqués, que les pénalités sont bien appliquées, cette loi ne servira à rien. Et là se posera la question, encore une fois, de l'organisme régulateur qui est censé faire appliquer la loi. Je cite par exemple l'exemple de la France, parce que la loi sur les délais de paiement est quand même en grande partie pompée sur ce qui a été fait en France. La seule différence majeure par rapport à la France, c'est qu'eux, ils ont une direction de la concurrence et de la répression des fraudes qui est là pour
pénaliser fortement les entreprises quand elles ne respectent pas la loi. Et l'appareil judiciaire qui est là aussi pour... Exactement, et des pénalités fortes quand vous payez pas, vous ne réglez pas en temps et en heure. Mais quand un parti comme l'Istiqlal, via l'Alliance des économistes, fait cette proposition, oui. À part que ça vous soulage parce que vous vous sentez moins isolé, est-ce qu'effectivement ça a du sens? C'est un coup de com'? C'est pas un coup de com', c'est une vraie proposition et qu'elle est intéressante à suivre. Écoutez, je ne sais pas si c'est un coup de com', mais en tout cas, c'est nécessaire de le suivre et c'est nécessaire qu'un parti politique insiste là-dessus. La CGEM, sous le mandat de Mme Bensalah, avait beaucoup insisté, notamment lors de la dernière loi de finances, où elle avait dit dans une interview qu'elle avait donnée que s'il y avait une priorité, des priorités à retenir par rapport à la loi de finances, par rapport aux mesures, c'était de soulager la trésorerie des entreprises, d'injecter justement, de rembourser les crédits de TVA, les 30 milliards, les fameux 30 milliards qui étaient dus par l'État, et évidemment de régler une bonne fois pour toutes cette question des délais de paiement. Crédit de TVA remboursé, le remboursement des crédits de TVA, c'est toujours pas réglé. C'est en partie réglé. Oui. En partie réglé. On parle aujourd'hui. Le circuit bancaire, oui, voilà, la banque, voilà, donc c'est un peu compliqué, non? C'est un peu compliqué, on parle quand même de 10 milliards. Aujourd'hui, on est sur un taux de réalisation de 60% par rapport à ces 10 milliards, donc c'est déjà pas mal. Mais on ne règle pas la question de fond, parce que je lis effectivement le communiqué. Oui, il faut rembourser. Mais le problème, c'est que ce montant de crédit TVA va se renouveler. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de fond sur la question fiscale, et notamment la question de la TVA. Il y a beaucoup trop de taux. Et effectivement, les différents taux font que c'est un crédit de TVA se crée, que l'État doit le rembourser et que ce montant va se reconstituer, va redevenir massif et on aura dans 5 ans la même problématique de paiement, de remboursement de ce crédit de TVA vers les entreprises. Donc autant poser tout de suite la vraie question qui est celle de la refonte du système fiscal et notamment du système de TVA. C'est d'avoir moins de tranches. Parce que moins de tranches. 7 tranches, donc il faut revenir peut-être à 2-3 Exactement, tranches. Effectivement, il faut harmoniser ces taux, les réduire. Et effectivement, là, on aura quand même plus de chances de ne plus avoir à l'avenir cette question de crédit de TVA. Autre formation politique qui a fait des propositions aussi pour sortir de cette impasse économique, puisqu'on est à quelques semaines, si je puis dire, des premiers débats sur la préparation de la loi de finances 2019 avec cette fameuse lettre de cadrage, c'est le PPS. Oui. Qui a fait une déclaration via un communiqué le 14 juin dernier, il y a à peu près une semaine, en disant voilà, il faut revoir, réorienter les orientations économiques dans le cadre de la prochaine loi de finances de 2019. Il n'y a pas plus de détails que ça, mais qu'est-ce que vous y voyez voilà. Quelle appréciation vous faites de ça? Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur le communiqué, puisque comme vous l'avez dit vous-même, comme il n'y a pas plus de détails, je ne vais pas interpréter quelque chose où il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, pour rester sur des éléments concrets, je repensais justement aux mesures qui avaient été négociées à l'époque par la CGEM. Alors il y avait différents aspects différentes mesures qui avaient été adoptées, par exemple l'IS progressif, etc. Il y a des mesures qui ont été laissées de côté, notamment la question de l'investissement. Des mesures pour relancer l'investissement. Et je pense que ça peut être des mesures qui peuvent être... Le nouveau président de la CGM, en tout cas, ici même d'ailleurs, lorsqu'il était toujours candidat, il n'était pas encore président, mais il a reconfirmé en tant que président, veut des mesures concrètes d'un point de vue fiscal sur l'investissement pour relancer l'investissement et l'investissement privé. Bien sûr, parce que effectivement, les chiffres le disent, j'ai fait une étude là-dessus. Aujourd'hui, on voit clairement une baisse de l'investissement privé. La question qui se pose, c'est quelles mesures mettre en place. Il y a un certain nombre de mesures, des crédits d'impôt, des réductions d'IS, etc. Le fait de pouvoir être exonéré sur la plus-value au moment de la revente des anciennes immobilisations, autant de mesures qui peuvent justement permettre aux entreprises de renouveler leur immobilisation. Donc, et la relance pour l'investissement. Le SFP aussi, l'Union socialiste des forces populaires. Oui. Écoutez, ils ont quelques propositions aussi pour sortir un petit peu de l'impasse économique, sachant que toutes ces propositions, c'est sur l'instant T, c'est pour sortir tout de suite. Oui, non, voilà, on n'est même pas sur le moyen terme, on est sur l'instant présent, l'instant T. Je pense qu'ils sont dans leur rôle, effectivement. Le rôle des partis politiques, c'est effectivement de répondre à des problématiques immédiates, notamment pour les entreprises. Le rôle du gouvernement, le rôle de l'État, c'est de voir à plus long terme, de prévoir un plan à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Effectivement, mais le parti politique, effectivement, sont là pour répondre à des problématiques immédiates. Donc je comprends que la question des délais de paiement, par exemple, soit primordiale, parce que ça fait 7 ans aujourd'hui qu'on regarde ces délais augmenter, les différences augmenter, et on n'y a pas répondu. Donc il est peut-être urgent d'y répondre maintenant. Et l'USFP qui souhaiterait une baisse des charges qui pèse sur les entreprises, sur la PME essentiellement. Oui. Est-ce que là, à la limite, tout le monde est d'accord, tout le monde pourrait l'être, oui, mais y compris vous. Bien sûr, dans l'absolu, bien sûr que je suis d'accord. Mais la question qui se pose, c'est comment on finance ça. Quel coût ça va représenter pour l'État,
de baisser les charges. Et est-ce que l'État sera prêt à supporter cette baisse de coûts? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans la conjoncture actuelle, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas utopique? Est-ce que c'est pas utopique que d'y croire? C'est la vraie question. Est-ce que c'est réalisable? L'IS progressif, à l'époque, quand on a posé la question, on a fait des simulations, on a calculé, on s'est rendu compte que ça pouvait représenter 2-3 milliards de dirhams de trous dans le budget de l'État. On a accepté ce risque. Maintenant, il faut faire la même chose par rapport à la baisse de charges, mais évidemment que ça peut avoir un impact positif sur la compétitivité des entreprises. Que toutes les propositions qui pourraient aller dans le sens de la dépense publique, de l'endettement, de l'emprunt, aujourd'hui, de manque à gagner pour l'État et pour les caisses de l'État, est-ce que tout ça, dans la conjoncture dans laquelle nous sommes, ou à la lumière des indicateurs qu'on a balayés en début d'émission, est-ce que ça a du sens? Parce que je me dis, quand on frôle les 80-82% d'endettement public, dette publique, qu'on a des prévisions de croissance autour de 3,2, donc largement insuffisant, qu'on a une inflation où il y a une hausse aussi, une poussée inflationniste, un chômage aussi extrêmement élevé. Donc tout ça fait que, ça ne réduit pas la marge. Les mesures ne se financent pas nécessairement par l'emprunt. Je veux dire, on peut prévoir un certain nombre de mesures qui auront un coût. Ça peut être financé par différentes manières. Une hausse de la fiscalité, il faut voir après quel type d'impôt pourrait augmenter et que ce ne soit pas trop pénalisant pour les classes les plus populaires. Donc il ne faut pas nécessairement voir au démarrage les dépenses. Il faut plutôt voir quel impact ça peut avoir sur l'entreprise et sur l'économie. Voir quel impact ça peut avoir sur une augmentation des marges de l'entreprise, quel impact ça peut avoir sur leur trésorerie, quel impact ça peut avoir en termes de recrutement, de nouveaux recrutements. Et évidemment, il y a un effet domino, mais là, on est dans un effet domino positif. Si on a plus d'emplois créés, évidemment, c'est un impact positif sur la consommation, etc., etc. Donc, il faut plutôt voir ça. Mais c'est un pari. C'est un pari qui peut prendre comme ne pas réussir. Mais en tout cas, il faut voir les résultats. Il faut envisager la situation dans laquelle on est, il faut oser. Bien sûr, je pense. Voilà. Je pense. Il y a beaucoup de chantiers aujourd'hui posés sur la table. La question de l'internationalisation des entreprises marocaines, qui est aujourd'hui très faible. Aujourd'hui, les entreprises marocaines doivent partir à la conquête du monde, mais elles doivent, mais comment? Ça passe par... le soutien de l'État? Déjà le soutien de l'État, ça passe par une meilleure compétitivité, parce qu'on voit que pour vendre, il faut être plus compétitif que nos voisins exportateurs. On veut vendre en Afrique, mais aujourd'hui on sait que l'Afrique, c'est un terrain de chasse idéal pour la plupart des grands exportateurs, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie, que ce soit l'Inde, que ce soit la France. Qui sont déjà et qui produisent d'ailleurs directement sur place. Donc en fait, aujourd'hui, c'est le pari, l'audace. C'est une audace, c'est un pari, effectivement. Et effectivement, c'est nécessaire. On ne peut pas se contenter de rester là, d'attendre, d'espérer. Il faut prendre des paris, ça a un coût, effectivement, pour les finances publiques, ça a un coût qu'il faudra mesurer, qu'il faudra prévoir, mais il faut le faire. Et donc, quitte à prendre le risque de creuser un petit peu plus la dette publique? Pas nécessairement, pas nécessairement par de la dette. Ouais. Il faut voir comment on peut financer ça. Je rappelle quand même que, par exemple, le pacte, la loi pacte qui est en train d'être votée, la loi de croissance pour la transformation des entreprises en France, c'est quelque chose comme 2 milliards par an pendant plusieurs années. Elle est financée par une nouvelle taxation, par une nouvelle fiscalité. Ça n'est pas nécessairement financé par de la dette publique. Donc il faut voir aussi ce mode de financement, qui est évidemment important. Très bien. En tout cas, merci, Amine Diouri. Merci à vous. Éclairage sur l'actualité économique, le tour d'horizon, ce rapport du Conseil monétaire qui a été présenté hier par la Banque centrale et les propositions aussi, scanner un petit peu les propositions des différents partis politiques pour sortir de cette impasse économique. Merci une fois de plus à vous et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci.